Puisqu'il est 13h30. Je tiens à vous remercier et bienvenue à ce webinaire de la série Vivo quotidien présenté par Parkinson Québec. C'est une programmation de conférences sur le web qui aborde des sujets reliés à la maladie de Parkinson. Je me présente, je m'appelle Claudie Noël et je vais être votre modératrice pour l'événement. Je tiens à vous remercier d'être présent avec nous aujourd'hui pour cette présentation qui va aborder le sujet des jeunes diagnostiqués. Donc, avant de tomber dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter notre conférencier d'aujourd'hui, donc Dr. Martin Cloutier. Donc, Dr. Cloutier a fait ses études médicales et sa résidence à l'Université de Sherbrooke, puis son fellowship à l'Université de Toronto. Il travaille maintenant depuis 17 ans à la clinique Neuro-Rive-Sud et à l'hôpital Charles-Lemoine, où il voit surtout des patients affectés par la maladie de Parkinson. Donc, avant de lui céder la parole, juste quelques formalités, si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans la section en bas à gauche. Et s'il s'agit de questions techniques en lien avec la plateforme web, je vais y répondre immédiatement. Sinon, si c'est des questions par rapport au sujet, lorsqu'il y aura des périodes de questions, je vais lire celles-ci à Dr. Cloutier afin qu'il puisse y répondre. Donc, si il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à utiliser le clavardage. Et sur ça, j'ai le plaisir de céder la parole à Dr. Cloutier. Merci bien. Donc, tel que mentionné, je vais discuter des jeunes diagnostiqués, les patients les plus jeunes qui ont la maladie de Parkinson. C'est une conférence que j'ai donnée l'an dernier. Vous voyez la première diapo, on n'a pas changé la date, le 5 mai 2017, dans le cadre du congrès à Sherbrooke, qui avait été organisé par Parkinson Québec. Donc, c'est la même conférence. Alors, le plan de la présentation, je vais discuter donc de la définition et du diagnostic comme tel. Quels sont les défis différents auxquels font face les jeunes patients affectés par la maladie de Parkinson par rapport aux patients plus âgés, les caractéristiques cliniques un peu différentes de la maladie euh, lorsque ça touche encore là des gens plus jeunes, le rôle de la génétique dans la maladie de Parkinson que je vais aborder rapidement et le rôle également des exercices comme forme de traitement à la maladie. Donc, en définition, il n'y a pas de définition qui est universellement acceptée, mais on parle d'un début précoce de la maladie de Parkinson lorsque la maladie survient avant l'âge de 40 ou 50 ans. Euh, la majorité des patients jeunes, donc, vont plutôt être entre 40 et 50, mais occasionnellement, on a des patients avant l'âge de 40 ans. 10 à 20 des patients sont diagnostiqués avant 50 ans. Donc, ce n'est pas si rare que ça d'avoir un diagnostic avant l'âge de 50 ans. Pour le diagnostic lui-même, souvent, il va s'écouler plus de temps avant de faire le diagnostic chez un patient jeune atteint de la maladie en raison de l'incrédulité du médecin référent. Le médecin de famille, souvent, ne pensera pas nécessairement à la maladie de Parkinson lorsqu'il a devant lui une personne de, par exemple, 42 ans. Et encore plus en l'absence de tremblement. Donc, évidemment, quand il y a un tremblement clair, souvent, et typique de la maladie de Parkinson, le diagnostic va être plus facile à faire. Mais on sait qu'il y a des patients qui se présentent sans tremblement et particulièrement encore là chez les plus jeunes, parfois on a un tremblement qui est atypique, qui n'a pas les caractéristiques du tremblement usuel, le vrai tremblement de repos du parkinsonien. Donc, pour des raisons qu'on ne connaît pas, le tremblement est parfois différent chez les plus jeunes et ça rend le diagnostic un peu plus difficile, donc souvent un peu plus long avant de faire un diagnostic formel, de le référer au neurologue et d'avoir un diagnostic définitif qui est posé. Comme la maladie de Parkinson est quand même plus rare chez les patients plus jeunes et en proportion, il y a d'autres conditions qui sont plus fréquentes, il est raisonnable de procéder chez la plupart des patients avant 50 ans à une investigation. Ce n'est pas toujours le cas. Les patients qui se présentent avec un tableau typique de maladie de Parkinson et qui vont avoir l'âge plus traditionnel de 65, 70, 75 ans, dans bien des cas, je ne fais aucune investigation. Je n'ai pas besoin de faire une imagerie cérébrale, je n'ai pas besoin de faire de bilan sanguin. Mais chez les patients plus jeunes, on veut faire des vérifications, on veut vérifier d'autres possibilités de diagnostic. Et même si le Parkinson est plus fréquent que ces maladies-là rares, euh, on va quand même vouloir investiguer et vérifier qu'il n'y aurait pas des indices pour autre chose. Donc, la plupart des patients, avant l'âge de 50 ans, je dirais, je vais procéder à une IRM cérébrale et à un bilan sanguin, incluant le bilan du cuivre pour une maladie rare qui s'appelle la maladie de Wilson, mais c'est une maladie qui est
traitable et lorsqu'elle n'est pas traitée, une maladie qui s'aggrave assez rapidement et qui peut amener des séquelles irréversibles, voire causer un décès. Donc, on veut s'assurer que ce n'est pas cette maladie-là. Par contre, c'est une maladie extrêmement rare qui touche seulement une personne sur 1 million. Donc, ça veut dire qu'on n'a probablement pas 10 cas dans toute la province de Québec. Les défis sont différents pour les jeunes parkinsoniens. Les défis sont différents de ce qu'on vont vivre les patients plus âgés. Donc, les différents points dont j'aimerais parler sont les relations familiales, le rôle professionnel, relations avec les pairs et l'impact psychologique de la maladie. Je suis un neurologue, je ne suis pas un psychologue. Je me suis basé pour ma présentation sur les sites et les documentations qui sont disponibles soit par les associations de patients ou des fondations, comme par exemple la fondation Michael J. Fox, qui aide les patients avec la maladie de Parkinson et qui finance la recherche clinique également. Donc, je me suis basé un peu sur ces choses-là et également mon expérience personnelle avec mes jeunes patients pour préparer cette section-là. Donc, les relations familiales, d'abord avec le conjoint. Comme dans toutes les bonnes relations de couple, la communication est importante. Donc, de discuter clairement de ce que l'on vit, de nos inquiétudes, de nos succès aussi, est probablement très important. Reconnaître l'impact de la maladie. La maladie comme telle diminue nos capacités physiques. Initialement de façon assez légère, mais avec le temps, la maladie peut progresser et amener plus de problèmes, donc nous limiter un peu plus dans nos différentes activités, ou que ce soit nos activités de loisirs ou tout simplement nos capacités à faire face à nos activités de vie quotidienne et de vie domestique. Il y a également les inquiétudes face à l'avenir que les patients nous transmettent, incluant l'aspect financier. Donc, les gens se demandent si on va être capable de travailler encore pendant plusieurs années. Et si ce n'est pas le cas, est-ce qu'on va être capable de subvenir aux besoins de la famille? Il y a également l'impact sur la vie intime, donc la sensation d'être malade va également avoir un impact peut-être sur notre désir et sur la façon de percevoir notre relation intime avec notre conjoint. Donc, c'est toutes des choses qui doivent être réfléchies et discutées. Et au besoin, aller chercher l'aide nécessaire, soit auprès de votre médecin ou encore d'être référé via un organisme comme Parkinson Québec, ou parfois, dans certains cas, c'est utile aussi de faire appel à un psychologue pour discuter certains de ces aspects. Il y a également l'importance du temps réservé pour le partenaire. Souvent, avec la maladie, notre niveau d'énergie est moindre et si le patient continue à travailler, donc on doit penser qu'à ce moment-là, avec la vie familiale en plus, s'il y a des enfants à la maison, donc c'est assez facile là, de laisser moins de temps pour la relation intime avec le partenaire. Et c'est quelque chose qu'on doit aussi considérer et garder du temps pour ça. En ce qui concerne les enfants, évidemment, ça dépend de l'âge des enfants, mais en général, il est probablement préférable que les enfants soient mis au courant de la maladie. Dépendant encore de leur âge et de leur capacité de compréhension, une explication sommaire de la maladie peut être appropriée. Le rôle de parent demeure inchangé. Donc, le parent, demeure quand même une figure d'autorité face aux enfants. Et on doit s'assurer également que la vie d'enfant est préservée, que les enfants ne sont pas primairement des aidants naturels, peuvent être des aidants secondaires lorsque c'est approprié. Donc, si on parle, par exemple, dans le cas d'enfants plus vieux, qui auraient le permis de conduire un peu plus tard, donc qui pourraient, par exemple, accompagner un parent lors d'un rendez-vous, des choses comme ça. Mais sinon, en général, on doit plutôt leur permettre de vivre leur vie d'enfant, la vie appropriée pour leur âge. Pour les relations avec les pairs, encore une fois, c'est une chose qui est différente chez les plus jeunes par rapport aux patients plus âgés. Les gens plus âgés vont souvent avoir des amis, donc âgés également, qui vont avoir, à défaut d'avoir le Parkinson, vont possiblement avoir d'autres conditions médicales et d'autres maladies. Lorsqu'on est plus jeune, à 40 ou 50 ans, en général, notre entourage du même âge va être pour la plupart en bonne santé.
Donc, il est facile de se sentir mis à l'écart, se sentir inadéquat, d'être un fardeau, puis à la limite de sentir le rejet. Donc, encore une chose à discuter avec l'entourage. Et si on doit adapter nos activités parfois avec nos amis, de s'isoler complètement n'est probablement pas une bonne idée. De choisir des activités appropriées, par contre, ça c'est recommandé. Donc, si la maladie elle est légère et que les gens ont leur pleine capacité physique, ben, ils peuvent faire tout ce que les amis font. Mais dans certains cas, on doit tout simplement apprendre à adapter les activités puis à ménager un peu nos capacités. Un réseau d'entraide, comme peut offrir Parkinson Québec, ou les groupes d'exercice. Vous savez qu'on a mis sur pied un groupe d'exercice pour les jeunes parkinsoniens de la Rive-Sud, ma clientèle en particulier, mais la clientèle aussi de mes collègues, peut être très utile. Donc, dans ce cas-là, plutôt que aller faire l'exercice avec un groupe de Parkinsoniens beaucoup plus âgés, avec lesquels on se retrouve moins, on se reconnaît moins, on a développé donc un groupe de jeunes et ça sert à la fois donc de groupe d'exercice, mais aussi un certain réseau social et un certain réseau d'entraide. Donc, c'est Mme Marie-Ève Robillard, qui est une kinésiologue qui s'occupe du groupe. Et pour la plupart des gens qui y participent, c'est très apprécié. C'est un groupe très dynamique. Le rôle professionnel. Lorsqu'on est jeune, à 40 ou 50 ans et qu'on a une maladie, souvent on est encore au travail et la plupart du temps, on souhaite continuer à travailler. Donc, est-ce qu'on doit annoncer le diagnostic à notre employeur? On n'est pas tenu de le faire. Je pense qu'il est utile pour la personne de le faire dans certains cas. Si, par exemple, les symptômes sont visibles, par exemple, une personne qui présente un tremblement de repos assez évident, ça va être plutôt difficile de le cacher et de chercher à le cacher va probablement amener plus de questions et de soucis aux collègues de travail ou à l'employeur que si les gens sont mis au courant du diagnostic. Donc, dans les cas où les symptômes sont très visibles, je pense que c'est probablement préférable d'en discuter avec l'entourage professionnel et avec l'employeur. Ça serait aussi utile de discuter si le travail peut être modifié d'une certaine façon afin de faciliter la tâche. Donc, dans certains cas, s'il commence à avoir certaines limitations physiques qui peuvent empêcher de faire toutes les tâches, ou si on a besoin d'une modification dans l'horaire ou dans certaines tâches, à ce moment-là, encore là, d'ouvrir notre jeu et d'en parler avec l'employeur et de chercher à obtenir les modifications va probablement être plus utile que de chercher à le cacher et de chercher à faire tout le travail qu'on a de la difficulté à faire. Dans certains cas, ça peut être discuté aussi avec le médecin. Il y a un ajustement de la médication qui peut être fait en fonction du travail. Donc, pour les patients, par exemple, qui commencent à travailler particulièrement tôt le matin, la médication va devoir être prise plus rapidement. La plupart des patients qui vont avoir des journées de travail de 7 ou 8 heures vont devoir reprendre la médication durant la journée, évidemment, comme les autres personnes. Des gens qui auraient un travail avec des horaires irréguliers, encore là, ça va devoir discuter avec le médecin parce que ces gens-là vont probablement, s'ils font des chiffres de soir ou de nuit, vont devoir évidemment prendre la médication en conséquence. Donc, ça va devoir être discuté avec le médecin selon la réponse à chaque dose individuelle. Comment est-ce que la médication est mieux d'être prise? Éventuellement, on peut discuter également de la possibilité d'un arrêt temporaire ou un arrêt permanent de travail lorsque la maladie s'aggrave. Un arrêt temporaire peut être utile pour chercher à ajuster la médication et améliorer la personne. Dans bien des cas, je vais le faire en espérant que les ajustements vont permettre de poursuivre ensuite le travail. Mais dans certains cas, malgré les meilleurs ajustements, on n'arrive pas à maintenir le travail et on doit penser à un arrêt permanent. Donc souvent, ça survient après quelques ou plusieurs années d'évolution, mais c'est quelque chose qui doit être discuté ouvertement avec son médecin. Les caractéristiques cliniques maintenant. La maladie, lorsqu'on examine les patients jeunes avec la maladie de Parkinson, la progression des symptômes est plus lente que chez les patients plus âgés. Par contre, il y a un risque plus grand de dyskinésie et de dystonie et de fluctuations motrices. Donc, je vais revenir ensuite un peu sur ce point-là parce que c'est important. Il y a également un risque moindre de démence, de troubles cognitifs, donc de troubles de mémoire. Il y a moins de troubles de mémoire chez les jeunes patients avec la maladie de Parkinson que chez les patients plus âgés pour un même nombre d'années d'évolution. Il y a une opportunité chez un cerveau plus jeune, c'est-à-dire que la plasticité cérébrale, elle est plus grande. La capacité du cerveau d'établir des connexions entre les différentes cellules du cerveau
est plus grande chez les patients plus jeunes. C'est vrai, c'est encore plus vrai chez les enfants, mais c'est vrai aussi chez les jeunes adultes par rapport aux adultes plus âgés. Donc, le fait d'avoir cette capacité-là permet probablement, pour un même degré de perte de cellules dopaminergiques, d'avoir des symptômes qui sont moins sévères. Je dis une opportunité parce qu'également, on pense que l'exercice physique peut aider à compenser les effets moteurs de la maladie et possiblement que c'est un des mécanismes par cette plasticité cérébrale. Vous savez, probablement, il est plus facile d'apprendre un sport, par exemple, si on le commence plus jeune. Donc, c'est un peu la même chose, de maintenir certaines capacités avec l'exercice physique. C'est probablement plus facile de le faire pour les patients plus jeunes que les patients plus âgés. Est-ce que le traitement doit être différent? Donc, comme j'ai dit un peu tantôt, le degré de dénervation dopaminergique, la perte de cellules dopaminergiques est plus grand pour un même niveau d'atteinte motrice. Donc, le cerveau, dans le fond, pour un patient plus jeune, le cerveau est plus malade que ce que la personne en a l'air. Ou l'autre façon de voir ça, c'est que chez le patient plus âgé, il est plus malade pour un même degré d'atteinte du cerveau. C'est important parce qu'on pense que ce degré de dénervation-là, dopaminergique, amène le risque plus grand de dyskinésie. Donc, le fait d'avoir perdu plus de cellules dopaminergiques chez un patient plus jeune, lorsqu'on traite avec la lévodopa, on a un plus grand risque de causer des dyskinésies. Alors, on pense que c'est le mécanisme et c'est quand même assez bien documenté que les patients plus jeunes vont plus souvent présenter des dyskinésies après un certain nombre d'années d'évolution que les patients plus âgés. C'est ce qui fait que traditionnellement, on utilisait ce qu'on appelait en anglais levodopa sparing therapy, donc une thérapie qui épargne la levodopa, qui n'utilise pas la levodopa afin de réduire le risque de dyskinésie. Donc, dans les années 90, il y a des études cliniques qui ont été faites avec les agonistes dopaminergiques, qui sont surtout ceux qu'on a sur le marché actuellement, le Mirapex, ou le nom générique est le pramipexole, le Requip, le nom générique est le Ropinirole, ou encore maintenant, on a le thème de Neupro. Ce sont des études beaucoup plus récentes. C'est un médicament plus récent. Mais donc, un médicament qui est en thème, là, sous forme de patch, qui est la rotigotine, son nom générique, qui est un autre agoniste dopaminergique. Donc, dans les années 90, à tout le moins pour les deux premiers, le Mirapex et le Requip, il y a des études cliniques qui ont montré que les patients qui débutaient leur traitement avec cette médication-là avaient moins de dyskinésie après 1 an, 2 ans, 3 ans ou 5 ans d'évolution que les patients qui avaient commencé d'emblée avec la lévodopa. Et comme les patients plus jeunes sont à risque de lévodopa, la pratique, normalement, était d'utiliser d'abord un agoniste dopaminergique comme premier traitement, et lorsque la maladie progressait, d'ajouter à ce moment-là la lévodopa. Cette pratique-là a été remise en question, je dirais, à peu près au milieu des années 2000 que les premières données ont émergé, surtout sur le trouble de contrôle des impulsions, donc des problèmes de dépenses excessives, de gambling, de libido, associés aux agonistes dopaminergiques. On a également remis en place un peu l'importance assez relative des dyskinésies. C'est bien de vouloir éviter les dyskinésies, mais chez les patients qui en présentent, je dirais que ce n'est pas pour la plupart le facteur le plus important dans leur qualité de vie. Au contraire, la présence de dyskinésie signe en général une bonne réponse à la lévodopa. Donc, malgré cette complication-là, les dyskinésies, pour ceux qui ne seraient peut-être pas au courant, ce sont les mouvements involontaires, les mouvements excessifs que peut causer la lévodopa et qui survient en général après quelques années d'évolution et de prise de la lévodopa. Donc, on s'est rendu compte que les patients qui en présentent, en général, rapportent quand même une très bonne qualité de vie et que c'est probablement plus problématique de ne pas donner la lévodopa, utiliser des thérapies qui sont moins efficaces chez la plupart des patients et de souffrir surtout des symptômes de la maladie de Parkinson plutôt que de souffrir des dyskinésies. Et les patients qui vivent les deux, qui ont des fluctuations motrices, qui vont passer de la phase on, où ils ont une bonne réponse, à la phase off, où ils ont une mauvaise réponse, et parfois la phase on avec dyskinésie, où ils ont une bonne réponse, mais les dyskinésies viennent contaminer. En général, les patients, si on le choix entre le on avec dyskinésie ou le off, presque tous les patients vont choisir le on avec dyskinésie, où ils sont assez mobiles et capables de vaquer à leurs activités quotidiennes. On a également une thérapie un peu plus efficace pour traiter les dyskinésies. La seule médication qu'on peut utiliser actuellement pour traiter les dyskinésies, c'est la mantadine.
qui est, je dirais, modérément efficace et qui n'est pas sans ses effets secondaires elle-même. Mais il y a également des thérapies comme la stimulation cérébrale profonde, le DBS, qui peut être utilisé chez les patients lorsque les dyskinésies deviennent très problématiques. Finalement, on a développé aussi, je pense, à la fois chez les médecins et on l'a transmis à nos patients, la lévodopaphobie. Donc, la crainte des dyskinésies devient telle, et même la possibilité dans le passé qui a été évoquée que la lévodopa soit toxique chez les gens qui ont la maladie de Parkinson, a fait que les gens ont la crainte de l'utiliser, les médecins ont la crainte de l'utiliser chez les patients plus jeunes, et certains patients refusent de l'utiliser ou ont peur de l'utiliser. Donc, on s'est rendu compte avec le temps que cette notion de toxicité-là, elle est fausse. On a une toxicité seulement à des concentrations excessives dans des laboratoires, mais la dose qui peut être administrée chez un être humain ne peut pas donner des niveaux toxiques au point d'accélérer la maladie de Parkinson. Ça, c'est bien clair. Comme je dis, les dyskinésies, on se rend compte qu'en général, ça n'a pas un impact si important sur la maladie. Et on a une thérapie plus efficace lorsqu'elles surviennent malgré tout chez certains patients et chez qui les dyskinésies deviennent assez sévères. Donc, tout ça considéré, avec en plus le trouble de contrôle des impulsions qui peut être causé par les agonistes dopaminergiques, maintenant, la plupart des patients vont être traités avec la lévodopa d'emblée comme premier traitement, donc soit le Sinemet, le Prolopa, ou encore les formulations génériques que vous voyez souvent, le Levocarb et les équivalents. Est-ce que certains patients peuvent quand même commencer avec un agoniste dopaminergique? Personnellement, chez mes patients plus jeunes, j'explique les avantages et les inconvénients de chacune des thérapies, les avantages possibles de retarder les complications motrices et les dyskinésies en utilisant les agonistes, mais les risques d'autres complications, plus d'effets secondaires, dont le trouble de contrôle des impulsions. Et je prends finalement la décision avec le patient selon ses préférences et selon ses craintes, et selon aussi sa personnalité. Il y a des gens qui sont probablement plus à risque du contrôle des impulsions. Si on est déjà quelqu'un qui a une personnalité très active, très fonceuse, très impulsive, c'est probablement pas une bonne idée d'utiliser un agoniste dopaminergique comme premier traitement. Par contre, dans certains cas, vous savez, la maladie de Parkinson se manifeste aussi avec des éléments plutôt dépressifs ou apathiques, avec une perte d'intérêt pour les activités. Et là, dans ce cas-là, on peut faire une pierre deux coups avec une médication comme les agonistes dopaminergiques. Donc, le traitement, je pense, doit être discuté entre le médecin et le patient et doit être individualisé. L'autre traitement dont j'ai parlé un peu, c'est la stimulation cérébrale profonde ou le DBS. Donc, ça, c'est pour des maladies plus avancées, mais c'est réservé chez les patients qui ont moins de 70 ans, qui présentent des fluctuations motrices sévères et en l'absence de troubles cognitifs. Donc, même si ce sont des patients avec une maladie relativement avancée, en général, on parle d'au moins 5 ans d'évolution, ça peut s'appliquer chez des patients jeunes, et particulièrement si donc des patients qui auraient commencé la maladie de Parkinson jeune et après un certain nombre d'années qui vivent les complications motrices de la lévodopa avec les phases on et avec dyskinésie et les phases off. Donc, ça devient un traitement intéressant qui permet d'avoir un effet plus constant sur les symptômes. Les patients qui commencent la maladie de Parkinson plus tardivement, je dirais après 65 ans, comme on ne fait pas la chirurgie en général après 70 ans, ces patients-là probablement ne bénéficieront jamais de la maladie parce qu'après quelques années d'évolution, ils vont déjà être rendus à leurs 70 ans. Donc, ça va s'appliquer chez les patients qui ont commencé la maladie jeune, mais quand même après un certain nombre d'années d'évolution. La génétique de la maladie de Parkinson. Donc, la première découverte date de la fin des années 70. On a longtemps considéré la maladie de Parkinson comme une maladie sporadique, sans cause génétique. Donc, c'était tout simplement des facteurs environnementaux inconnus qui faisaient que certaines personnes développaient la maladie et on cherchait un peu ces causes-là. En 1997, il y a eu une grande famille italienne chez qui on a découvert, il y avait plusieurs cas de maladie de Parkinson sur plusieurs générations dans la famille, et on a découvert une mutation d'une protéine qui s'appelle l'alpha-synucléine. On a découvert ensuite que c'est la protéine qui se dépose dans le cerveau des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et cette famille-là donc avait une mutation qui faisait que la synucléine se déposait, et plusieurs personnes de la famille qui portaient la mutation ont développé la maladie. Cette mutation-là, elle est extrêmement rare, et même quand on prend des familles chez qui il y a plusieurs cas de maladie de Parkinson, la plupart n'ont pas cette mutation-là de l'alpha-synucléine. Donc, c'est la première qu'on a découvert par pure chance, mais ce n'est pas la plus fréquente. Grosso modo, le rôle des gènes dans la maladie de Parkinson, on peut parler de deux choses. On peut parler des formes monogéniques,
ou à ce moment-là, vous avez une mutation d'un gène qui cause la maladie, et cette mutation-là, elle est suffisante pour causer la maladie. Donc, si vous avez le gène anormal, vous avez la maladie. Il y a les variantes à risque à ce moment-là, où une mutation ne vous cause pas la maladie, mais augmente grandement votre risque de développer la maladie. Ça veut dire que dans ce cas-là, vous pouvez avoir la mutation et ne pas avoir la maladie, mais ceux qui ont la mutation ont quand même beaucoup plus de chances que quelqu'un qui ne l'a pas de développer la maladie. Donc, c'est probablement ce qu'on va retrouver un peu plus souvent dans le futur quand on va faire les recherches plus poussées sur la génétique de la maladie de Parkinson. C'est qu'il y a probablement certains gènes qui mettent certaines personnes à risque. Et lorsque ces gènes-là, couplés à certains facteurs environnementaux qui sont encore une fois à l'étude, qu'on ne connaît pas, fait que certaines personnes développent la maladie. Par contre, il y a des formes monogéniques où encore là, cette fois-là, l'environnement n'a pas vraiment de rôle à jouer. C'est directement la mutation qui cause la maladie. Et même si elles sont rares, ce sont de ces formes-là dont je vais parler maintenant. Il y a des maladies donc génétiques qui sont autosomales dominantes ou autosomales récessives. Vous savez que nous avons, chacun de nos gènes dans notre génome, nous avons 2 copies de chaque gène. Nous avons hérité un gène de notre mère et un gène de notre père. La forme autosomale dominante signifie que lorsque vous avez un seul gène anormal, c'est suffisant pour causer la maladie. Donc, l'exemple où votre père a un gène anormal et il souffre d'une maladie, votre mère n'a pas la même maladie, donc elle a 2 gènes normaux. Votre père, ça veut dire qu'il y a un gène anormal et un gène normal. Votre père peut vous transmettre son gène normal ou son gène anormal. Si vous recevez le gène anormal, vous aurez aussi la maladie. Comme votre mère a 2 gènes normaux, vous recevez automatiquement un gène normal de votre mère, mais le gène anormal de votre père sera suffisant pour vous donner la maladie. Donc, dans ce cas-là, un parent peut le transmettre chez son enfant dans 50% des cas, parce que sinon, l'autre 50%, vous allez recevoir le gène normal de votre père. Si vous recevez le normal de votre père et automatiquement un normal de votre mère, vous n'aurez pas la maladie. L'exemple classique, c'est la maladie de Huntington. Lorsqu'un parent est affecté, chacun des enfants a 50% des chances d'avoir la maladie. Donc, si il y a plusieurs enfants dans la famille, aucun pourrait n'être affecté s'ils sont tous chanceux et ont tous obtenu le gène normal, mais plusieurs enfants, plus de la moitié des enfants pourraient être affectés si la famille est malchanceuse. Dans le cas d'une forme autosomale récessive, vous devez avoir 2 gènes anormaux pour avoir la maladie. Donc, l'exemple classique, c'est la fibrose kystique. Ce sont des parents qui sont porteurs du gène, mais qui ne sont pas affectés par la maladie. Donc, par exemple, le père a un gène de la fibrose kystique et un autre gène normal. La mère a la même situation. Les enfants vont recevoir un gène de leur père, un gène de leur mère. S'ils sont chanceux, ils vont recevoir les 2 gènes normaux. Ils ne seront pas porteurs de la maladie. S'ils pourraient avoir un gène anormal d'un des 2 parents et un gène normal de l'autre parent, encore là, cet enfant-là sera porteur et pourra le transmettre à ses enfants, mais ne sera pas malade. Mais un enfant malchanceux reçoit les 2 gènes anormaux, celui de son père, celui de sa mère, et dans ce cas-là, il peut être affecté par la maladie. Donc, il y a seulement 25% des chances qu'un enfant soit affecté. C'est ce qui fait que dans les formes autosomales dominantes, vous avez en général des gens qui sont affectés sur plus qu'une génération dans la famille, alors que dans les formes autosomales récessives, une seule personne, une seule génération devrait être affectée. Si un enfant là, il y a un risque de 25% pour les autres enfants du même couple, mais généralement, la génération suivante ne sera pas affectée. Donc, il y a surtout 3 gènes qui peuvent donner la maladie de Parkinson dans sa forme monogénique autosomale dominante. On parle de l'alpha-synucléine, la dardarine, qui est ce qu'on appelle le LRRK2, donc le LRRK2, et le VPS35, qui est rare. Dans sa forme autosomale récessive, vous voyez un peu plus de gènes, donc le PINK1, le DJ1, la Parkin, et 3 autres gènes plus rares qui sont nommés ici, ATP13A2, le FBXO7 et le PLA2GB. Tous ces gènes-là, additionnés ensemble, ne causent que 30% des cas familiaux de la maladie de Parkinson et seulement 2 ou 3% des cas sporadiques. Donc, c'est rare que la maladie de Parkinson soit d'origine génétique et c'est encore plus rare qu'elle soit causée par les gènes que l'on connaît actuellement. Donc, même quand on a une famille chez qui plusieurs membres de la famille sont affectés et qu'on se dit dans ce cas-là, c'est sûr que les gènes jouent un rôle, même si on fait un test de tous ces gènes-là, on va trouver une explication dans seulement 30% des cas. Donc, ça veut dire qu'il y a encore des gènes qui ne sont pas connus et qui sont responsables de la maladie dans certaines familles. La majorité des gens, y compris les jeunes patients qui ont la maladie de Parkinson, sont des cas sporadiques, donc il n'y a personne d'autre dans la famille qui l'a. Et si on teste les gènes,
seulement 2 ou 3% de ces patients-là vont avoir une anomalie génétique qui est connue actuellement. Donc, dans la plupart des cas, dans la réalité, c'est qu'on ne fait pas les tests génétiques parce que ça change assez peu ça ne change pas le traitement et il y a trop peu d'impact sur le conseil génétique, par exemple. S'il n'y a personne d'autre affecté dans la famille, les chances de trouver un gène sont tellement minces finalement que les examens, les tests ne sont pas faits. La LARC2 est la plus fréquente des mutations, donc c'est dans le groupe des mutations autosomales dominantes, donc qui risque d'atteindre de plus qu'une génération, c'est la LARC2. Donc, je vais faire le tour rapidement des formes autosomales dominantes. Donc, la synucléine, comme j'ai dit tantôt, une famille italienne découverte en 1997, puis quelques familles grecques par après, et ensuite, 10 ans plus tard, 2 familles coréennes, une famille suédoise. Donc, vous voyez, quand on connaît les familles dans le monde qui sont identifiées, c'est que ça touche peu de familles. L'alpha-synucléine, comme j'ai dit tantôt, c'est la protéine qui se dépose dans les corps de Lewy. Ce sont les corps qu'on retrouve dans les cellules du cerveau des gens qui ont la maladie de Parkinson. Le tableau clinique qui est associé à la maladie, donc c'est un début moyen à 46 ans, donc plus jeune que la moyenne. En général, ce sera des jeunes parkinsoniens qui auront la maladie. Le parkinsonisme va répondre à la levodopa. Ces patients-là développent une dysfonction autonomique, donc soit des problèmes avec les urines, des problèmes avec le contrôle de la tension artérielle, comme on peut le retrouver chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Et lorsque la maladie progresse, on peut éventuellement avoir des troubles cognitifs. Donc, c'est en tout point semblable à une maladie de Parkinson idiopathique sans facteur génétique. Les autres mutations, à part la mutation que vous voyez là, la ALA53THR, les autres mutations ont un début un peu plus tardif, entre 50 et 65 ans. Et il y a d'autres anomalies du gène, soit une duplication. Vous avez, comme j'ai dit, vous avez chaque gène en double, mais si un de ces gènes-là est doublé ou triplé, donc vous vous retrouvez avec trop de copies du même gène, ça va également donner des maladies de Parkinson, mais dans ce cas-là, des maladies plus sévères avec des débuts assez précoces. La mutation la plus fréquente, c'est la LARC2. Elle a été découverte en 2004. Plus de 100 mutations sur le même gène ont été découvertes, mais seulement un petit nombre de ces mutations-là sont clairement associées à la maladie de Parkinson. La plus fréquente et la mieux étudiée, c'est la PG2019S. Elle est présente surtout en Afrique du Nord, au Moyen-Orient et chez les Juifs. La pénétrance augmente avec l'âge. Donc, vous pouvez avoir le gène. Le gène, évidemment, vous l'avez de la naissance, mais vous n'avez pas la maladie de Parkinson dès la naissance. Elle va survenir donc à un âge moyen ou plus avancé, mais 74% des gens qui ont la mutation, cette mutation-là que j'ai nommée en haut, vont avoir des signes de Parkinson rendus à l'âge de 79 ans. Donc, même à 79 ans, il y a encore des gens qui ont le gène anormal et qui n'ont pas encore de symptômes de Parkinson. C'est elle qu'on va détecter chez environ 2% des patients avec la maladie de Parkinson sporadique en Europe et aux États-Unis. Et si on va ailleurs dans le monde, dans les pays que j'ai mentionnés plus haut, qui sont plus affectés par cette mutation-là, peut-être jusqu'à 10% des cas dans certains pays. Cette mutation-là va causer 10% des cas familiaux. Donc, s'il y a plus qu'une personne dans la même famille, dans la famille immédiate qui a la maladie de Parkinson, 3,6% des cas sporadiques dans une étude, mais on trouve 1,8% des gens, des contrôles sains qui n'ont pas le Parkinson, qui ont la mutation. Le tableau clinique va être identique à la maladie de Parkinson, soit un début après 50 ans. Donc, pas forcément des jeunes parkinsoniens dans ce cas-là. Bonne réponse à la levodopa, une progression lente, pas de démence précoce. Et la pathologie, quand on analyse le cerveau, c'est identique à la maladie de Parkinson sporadique. L'autre mutation, elle est rare, décrite dans une famille autrichienne. Environ 1% des cas de maladie de Parkinson familiale. Donc, même si vous avez plusieurs cas dans la famille, il y a très peu de chances que ce soit cette mutation-là. Et seulement 0,2% des cas de maladie de Parkinson sporadique. Et ça ressemble à la maladie de Parkinson idiopathique avec un début, par contre, un peu plus précoce, en moyenne à 53 ans. Les formes autosomales récessives maintenant. La plus fréquente dans les autosomales récessives, c'est la mutation de la Parkin. C'est la deuxième anomalie génétique qui a été documentée après l'alpha-synucléine. Celle-là a été découverte en 1998. Ça cause 50% des formes récessives à début précoce en bas de 50 ans et 77% des cas de maladie de Parkinson sporadique juvénile. Juvénile, on parle avant 20 ou 30 ans. Donc, des patients extrêmement jeunes, c'est rare. Mais si quelqu'un a une maladie de Parkinson qui a l'air tout à fait typique, sans autres cas familiaux, mais qui le développe à un âge très, très précoce, on trouverait dans 77% des cas cette mutation-là de la Parkin.
Il y a une très bonne réponse à la levodopa pour les gens qui ont la mutation de la Parkin et il y a une lente progression de la maladie, plus lente que la moyenne. Par contre, il y a des dyskinésies précoces qui peuvent parfois devenir sévères. Et à la pathologie, il y a une absence fréquente des corps de Lewis, ce qui est caractéristique du cerveau des Parkinsonistes, c'est d'avoir des corps de Lewis. Les patients qui ont la mutation de la Parkin n'en ont pas, mais on n'est pas certain si c'est un effet de l'âge, le fait que ces patients-là ont la maladie si jeune, et peut-être que le cerveau plus jeune ne développe pas de corps de Lewis, ou si c'est l'effet de la mutation elle-même. La mutation de la PINK1, elle a été décrite en 2001 dans une grande famille consanguine en Sicile. Consanguine, ça veut dire que les parents étaient des cousins, par exemple. Donc, c'est la deuxième cause de maladie de Parkinson précoce autosomale récessive, mais ça n'explique encore là que 3,7% des cas de maladie familiale récessive, alors que la Parkin, tantôt je vous ai dit, décrivait 50% des cas de maladie autosomale récessive. Donc, c'est un tableau de maladie de Parkinson qui a l'air classique, mais à début précoce, et ces patients-là, en général, ne développent pas de démence. Une autre mutation sur un autre gène, la DJ1, décrite aux Pays-Bas en 2003, c'est une cause rare de maladie de Parkinson précoce, moins de 1% des maladies Parkinson précoce. Encore là, un tableau similaire de parkinsonisme assez jeune, mais d'évolution assez lente. Ici, on a une maladie qui est un peu différente, qui a pris le nom de maladie de Kuffar-Rakeb. C'est une forme de Parkinson, mais qui est autosomale récessive. Par contre, c'est une maladie plus sévère qui va donc moins bien répondre à la levodopa, qui va s'accompagner de dystonie, de paralysie supranucléaire, qui est un trouble visuel. Mais le phénotype peut être variable et certains patients vont ressembler plus à la maladie de Parkinson classique qu'à ces formes-là plus sévères. Et une autre mutation, donc, qui est une forme de maladie avec accumulation du fer dans le cerveau, qui peut répondre à la levodopa, mais encore là, va s'accompagner de dystonie. Donc, ce sont des formes rares. Et ici, une autre forme rare de parkinsonisme juvénile, autosomal récessif. Il me reste quelques minutes, je vais parler du rôle des exercices. Donc, le bénéfice des exercices sur la maladie de Parkinson est bien démontré, mais le bénéfice est réversible. Donc, comme tout bon entraînement, on doit le faire, mais on doit le continuer. Si on arrête, on va perdre le bénéfice. Le type d'exercice est moins important que le fait de bouger. Donc, je dis toujours à mes patients de choisir l'exercice qu'ils aiment et de le faire, et pas nécessairement de faire ce qu'ils se font dire qui est mieux pour le Parkinson. Choisissez ce que vous aimez, vous avez plus de chances de le faire régulièrement et de le continuer. Il faut adapter l'exercice à la condition du sujet, évidemment. Et un peu d'exercice léger est mieux que pas d'exercice du tout. Donc, pour les gens qui ne se sont pas mis en forme et qui veulent le faire maintenant, on doit y aller graduellement et commencer par des exercices plus légers, mais ça amène quand même un certain bénéfice. Il y a plusieurs études, en fait presque toutes les études qui ont vérifié l'effet de l'exercice sur la maladie de Parkinson ont montré un bénéfice. Il y a une étude qui a montré, par exemple, qu'un tapis roulant pendant 45 minutes, à raison de 3 fois par semaine, pendant 4 semaines, améliorait la marche et même les fonctions cognitives chez les gens qui ont la maladie de Parkinson. Le power training, donc avec des exercices dynamiques, avec des haltères si nécessaire, 2 fois par semaine pendant 3 mois, ça améliorait la bradykinésie, donc il y a la lenteur des gestes causés par le Parkinson. Ça améliorait évidemment la force, la qualité de vie chez les gens qui ont le Parkinson, la mobilité et la capacité de vaquer aux activités quotidiennes. Le vélo stationnaire a été comparé au tapis roulant, 1 heure par jour pendant 3 semaines. Amélioration comparable de la marche et des signes parkinsoniens dans les deux groupes. Donc, encore là, un n'a pas été montré supérieur à l'autre. Un programme de réadaptation de différents exercices qui a été fait quotidiennement pendant 1 mois a montré qu'il y avait une amélioration de l'équilibre, de la marche, de la vitesse de mouvement. Un autre programme de réadaptation ciblé sur l'équilibre fait pendant 90 minutes par séance, 2 séances par semaine pendant 3 mois. Réduction des chutes de 37%, amélioration de l'équilibre, diminution de la peur de tomber. Ce programme-là avait été fait chez des Parkinsoniens plus vieux, vous comprenez qu'il y avait des problèmes d'équilibre présents au moment de faire la réadaptation. Une autre forme d'entraînement sur une plateforme stabilométrique qu'on appelle versus un entraînement avec un crossover qui est une espèce, je pense, d'appareil comme on peut retrouver là, un peu dans les Nautilus pour faire du cardio. Donc, les deux formes d'entraînement sur 4 semaines avaient montré un effet comparable sur l'équilibre,
mais la marche s'est améliorée davantage avec l'exercice sur crossover. Le yoga à haute vitesse, que je trouve toujours drôle, parce que moi j'ai toujours l'impression que le yoga, ça va jamais bien vite, mais ça existe, semble-t-il, du yoga haute vitesse, versus l'entraînement en puissance, donc avec des haltères, des résultats similaires chez les deux groupes. Et il y avait un groupe contrôle qui ne faisait pas d'exercice, et les deux groupes qui ont fait les exercices, peu importe lesquels, se sont améliorés par rapport au groupe contrôle, mais il n'y avait pas d'avantage à choisir un exercice par rapport à l'autre. Une autre forme de comparaison, un entraînement en force musculaire versus un entraînement en équilibre. Il n'y avait pas de différence entre les deux groupes pour l'amélioration de l'équilibre, mais il y avait un avantage non significatif par contre pour le groupe entraînement en force pour d'autres paramètres. Finalement, la marche nordique, donc avec des bâtons de marche, 2 fois par semaine pendant 12 semaines, on améliorait le score UPDRS3 qui était essentiellement l'examen neurologique qu'on fait chez quelqu'un qui a le Parkinson dans notre bureau. Si on fait l'examen et qu'on prend le temps de noter chacun des éléments de l'examen, on arrive avec un score final. C'est ce qu'on fait dans les études cliniques lorsqu'on veut tester des médicaments, par exemple. Mais eux s'en sont servis pour tester l'effet de l'entraînement avec la marche nordique. Et le score, donc, s'est amélioré. La capacité à la marche s'est améliorée, l'équilibre et la force dans les jambes. Une autre comparaison qui a été faite entre des programmes à domicile, un programme d'entraînement à domicile versus physiothérapie individualisée versus exercice de groupe. C'était 58 patients donc, qui ont été étudiés, qui avaient en moyenne 64 ans. Vous voyez que la plupart des études que je présente s'appliquent aux jeunes parkinsoniens, mais n'ont pas nécessairement été faites chez les jeunes parkinsoniens. Donc, c'est une étude randomisée. C'est au hasard que les patients ont été placés dans un des 3 groupes. Une fois qu'ils étaient dans le groupe, leur entraînement était fait 3 fois par semaine pour une période de 12 semaines. Et on a eu des meilleurs résultats avec la physiothérapie individualisée ou les exercices en groupe, et ça a été moindre pour le programme à domicile. Est-ce que c'est une question de motivation? Est-ce que les gens qui étaient seuls à domicile ont fait leurs exercices avec autant d'entrain et que les autres? La question se pose. Donc, c'est peut-être tout simplement un effet que certains ont abandonné les exercices en cours de route. Une autre étude a montré un exercice basé sur le Kinect qu'on peut avoir avec une console Xbox, une console de jeu. Donc, il y a moyen de faire des exercices là-dessus. Amélioration de la marche. Une autre étude avec le vélo stationnaire, 20 à 40 minutes de vélo 3 fois par semaine pendant 12 semaines. Ça améliorait les capacités aérobiques, mais aussi les fonctions cognitives et procédurales. Le Tai Chi, il y a un papier qui a été publié en 2014, une méta-analyse, donc finalement une analyse de 8 études différentes, qu'on combine les 8 études. Il y avait une amélioration de la motricité, de l'équilibre, de la mobilité fonctionnelle. Pas d'amélioration, par contre, pour la vitesse de la marche, la longueur des pas et l'endurance. L'entraînement progressif en force versus un entraînement un peu plus passif, étirement, équilibre, renforcement. Il y avait une amélioration qui était plus grande pour l'entraînement, pour le groupe en force, l'entraînement en force par rapport à l'autre, pour le UPDRS 3. Et c'est une amélioration de 7 points, ce qui est une amélioration très, très significative dans ce cas-là. Pour les besoins du temps, je vais passer, mais je pense que vous avez compris que tous les exercices sont bénéfiques. Une revue Cochrane, ça veut dire encore là une analyse de plusieurs études. On a conclu que l'effet est relativement petit des protocoles d'exercice, mais que peu importe le protocole qu'on utilise, peu importe le type d'exercice, il n'y avait pas vraiment de différence entre les différents types d'exercices, mais que les exercices étaient bénéfiques pour la maladie de Parkinson. En 2015, encore une analyse Cochrane qui a revisé simplement le tapis roulant. On avait encore montré un bénéfice sur la vitesse de marche et la longueur des pas. L'effet est petit à modéré, mais jugé significatif. Donc, on ne guérit pas avec l'exercice, mais on s'améliore. Et vous choisirez l'exercice qui vous convient, mais je vous encourage à faire de l'exercice pour améliorer votre situation. En résumé, faites de l'exercice, choisissez l'exercice et le format qui vous plaisent et faites-en régulièrement et à long terme afin de maintenir le bénéfice. Le site Parkinson Québec a une section qui s'adresse aux jeunes parkinsoniens. En conclusion de ma présentation, la maladie de Parkinson à début précoce est semblable à ce qu'on voit chez les gens plus âgés avec quelques nuances. Les défis, par contre, auxquels on fait face à cause de la maladie sont différents et doivent être adressés, doivent être discutés. La génétique joue parfois un rôle, mais dans la plupart des cas, la cause va demeurer inconnue. Donc, la majorité d'entre vous n'auront pas nécessairement des tests génétiques, ce n'est pas nécessaire, et j'en fais très rarement chez ma clientèle.
Le traitement doit être discuté et individualisé et un programme d'exercice régulier amène des bénéfices supplémentaires au traitement. Je vous remercie de votre attention et je suis prêt à prendre des questions. D'accord. Merci beaucoup, Dr. Cloutier, pour la conférence. C'était très intéressant. Et dans le fond, si vous avez des questions, je sais qu'il y en a quelques-unes qui ont été posées lors de la présentation, mais si vous avez des questions, uniquement les poser. On va changer la plateforme pour la mettre les questions dans le centre. Donc, n'hésitez pas s'il y a des sujets des sections qui vous ont un peu plus intéressé, si vous aviez des questions. Donc, on va commencer par la première. Donc, il y a quelqu'un qui demande, quand vous dites réagis bien au levodopa, donc qu'est-ce que vous voulez dire par cette phrase? Et aussi, la personne demande si est-ce que 10 comprimés par jour est une bonne réaction au levodopa? OK. Donc, une bonne réaction à la levodopa, c'est tout simplement qu'il y a une amélioration significative des symptômes. Le tremblement lui-même dans la maladie de Parkinson, la réponse, elle est assez variable au traitement. On a des patients chez qui les autres symptômes vont s'améliorer davantage que le tremblement. Les patients qui nous voient au début ont souvent le tremblement, mais pas toujours. Sinon, ils peuvent avoir aussi une lenteur des mouvements. Souvent, va affecter un côté du corps plus que l'autre. Des fois, la marche va être ralentie. Et c'est ce qu'on s'attend de voir une amélioration. Donc, si la marche est ralentie, la posture parfois un peu courbée, on s'attend à ce que la personne arrive à se redresser un peu plus facilement et marche mieux. On s'attend à ce qu'elle ait des difficultés motrices causées par la lenteur des gestes dans les activités quotidiennes, donc l'écriture, l'utilisation des ustensiles, l'utilisation finalement de tous les travaux manuels, la difficulté motrice fine qui peut être causée par la maladie. On s'attend à ce que ça s'améliore avec le traitement. Et on espère aussi que le tremblement va diminuer, mais comme je dis, là, ça, la réponse, elle est un peu plus variable. Donc, c'est ce qu'on entend par une bonne réponse. En général, la dose de départ va être d'à peu près un comprimé 3 fois par jour. Souvent, on commence par une dose un peu plus faible durant une semaine ou deux afin de permettre au corps de s'adapter un peu à la médication puis réduire le risque de nausée. Commencer d'emblée à 3 comprimés par jour, il y a un peu plus souvent de la nausée. Donc, je commence souvent pour un peu plus faible, mais les instructions aux patients sont d'augmenter en l'espace de 10 à 14 jours à 3 comprimés par jour. Et là, normalement, ensuite, je m'attends à avoir une amélioration et à le revoir. Si quelqu'un a besoin de 10 comprimés par jour, là, il y a des questions qui se posent. Est-ce que la maladie évolue depuis longtemps? Dans ce cas-là, ça peut être normal qu'on ait dû augmenter les doses avec le temps et on est rendu là. Si on a besoin de 10 comprimés d'emblée, que la maladie est relativement récente, là, ça fait seulement 6 mois, 1 an, 2 ans qu'il y a des symptômes, à ce moment-là, c'est de deux choses l'une. Ou bien c'est le tremblement qui est problématique et qui ne s'améliore pas, alors que les autres symptômes sont probablement pas trop problématiques. Donc, des fois, en majorant la dose puis en allant vraiment vers des doses élevées comme ça va peut-être donner une réponse sur le tremblement. Mais si ça ne fonctionne pas plus, rendu à 8 ou 10 par jour, c'est clair que je vais rediminuer la dose de beaucoup à 3 ou 4 comprimés par jour probablement. Si les autres symptômes, la lenteur, les difficultés motrices, les troubles à la marche ne se sont pas améliorés, là, on doit se questionner si on a vraiment affaire à la maladie de Parkinson ou à ce qu'on appelle les formes de parkinsonisme atypique, les maladies qui peuvent ressembler au Parkinson, mais qui ne sont pas le Parkinson. Dans ces cas-là, des fois, on a des maladies qui ne répondent tout simplement pas à la levodopa. Et d'emblée, si on a besoin de 10 par jour, tôt dans l'évolution, je ne considère pas que c'est une très bonne réponse à la levodopa. D'accord, merci. Je ne sais pas si la personne qui avait posé la question, si ça répond un peu à ce que vous aviez comme interrogation. Donc, si on va avec une autre question, vous parliez de tests génétiques à la fin, vous avez dit souvent vous le suggérez peut-être pas à vos patients, mais est-ce qu'il y a un profil à ce moment où vous décidez que vous allez faire plus un test génétique et est-ce qu'il en existe? Je sais que nous, c'est quelque chose, souvent on se fait poser dans notre ligne info-référence, donc les gens veulent savoir s'il y a des tests qui peuvent être faits pour voir si c'est un... Oui, la plupart des tests la plupart des gènes dont j'ai parlé peuvent être testés maintenant au Québec. Je pense que les seuls cas chez qui je le ferais, c'est des cas où il y a plus qu'un cas dans la famille. Et particulièrement s'il y a des patients jeunes comme ceux dont on parle aujourd'hui, là, de 40-50 ans qui sont affectés. Dans ces cas-là, ça peut être approprié de le faire. Comme je dis, s'il y a d'autres patients, d'autres personnes dans la famille qui sont affectées. Donc, 2 frères et sœurs, 2 frères, quelque chose comme ça. Un parent qui l'a eu jeune et un enfant maintenant qui l'a jeune aussi.
Mais si mon oncle l'avait à 70 ans et moi je l'ai à 45 ans, comme je vous dis, comme il n'y a pas de changement des traitements puis tout ça, puis la plupart des cas vont revenir négatifs, je pense pas que c'est nécessaire de faire un testing génétique dans des cas comme ça. Mais si votre oncle, deux cousins, votre père, vous l'avez, là c'est une autre histoire et ça vaut la peine probablement de faire le test. D'accord, parfait. Merci. Une question un peu en lien avec les médicaments. Donc, vous parliez lorsque quelqu'un prend sa médication, juste peut-être une question un peu plus générale, mais après combien de temps on va avoir l'effet du médicament? Puis, qu'est-ce que la personne doit faire après ce délai-là si ça fonctionne pas bien ou elle voit qu'il y a d'autres symptômes qui peuvent revenir ou d'autres qui sont un peu plus importants? Oui, ben, l'effet de la médication devrait l'avoir rapidement. Certains patients, dès que la dose est arrivée à un comprimé 3 fois par jour, vont déjà voir une différence, je vous dirais pratiquement la première journée avec cette dose-là. Mais sinon, à l'intérieur d'une semaine, 2 semaines, un mois maximum, on devrait définitivement voir l'amélioration. Et s'il n'y a aucune amélioration, ou très peu, ou s'il y a des effets secondaires, c'est de recontacter son médecin à ce moment-là pour lui faire savoir et possiblement soit d'obtenir une nouvelle prescription pour une dose augmentée ou d'obtenir un rendez-vous à tout le moins pour en discuter avec son médecin. Et est-ce que il s'agit d'une bonne idée de juste arrêter pour la médication ou on continue quand même le temps de voir le médecin? Moi, je continuerai jusqu'à temps de revoir le médecin parce que quand on va venir me voir pour ça, je vais augmenter la dose. Si la personne l'a cessé complètement, ben, on doit repartir à zéro, recommencer des doses progressives. Alors, moi, je préfère qu'il continue la dose, à moins qu'il y ait des effets secondaires vraiment problématiques. Dans ce cas-là, on l'arrête et on en parle à son médecin pour voir qu'est-ce qu'on peut faire. Là, si, les gens ont souvent certaines nausées avec la médication, mais si les nausées sont fortes, si c'est au point de causer des vomissements, à ce moment-là, évidemment, on ne continue pas ça pendant des semaines avant d'avoir un prochain rendez-vous. On peut la réduire, la cesser, laisser le message au médecin et on en rediscutera de quelle façon on va le reprendre ensuite. Mais s'il n'y a tout simplement pas de bénéfice et qu'il n'y a pas d'effets secondaires ou qu'ils sont très tolérables, moi, je recommande plutôt, je préfère quand les patients continuent et viennent me revoir puis on en reparle. Ou dans certains cas, je vais leur envoyer une prescription si je ne peux pas les voir relativement rapidement. Je vais leur envoyer une prescription pour une dose augmentée, par exemple à un comprimé et demi 3 fois par jour, voire 2 comprimés 3 fois par jour du même médicament avant de passer à autre chose. Okay. Dans le fond, c'est de faire un peu les pour et les contre en lien avec la prise de médicaments. Donc, si les effets secondaires sont trop importants comparés à les effets que ça fait avec les symptômes. Oui, dans ce cas-là, on peut l'arrêter. Là. Okay. J'ai la personne qui avait posé la question par rapport aux 10 comprimés par jour parle que, dans le fond, c'est la marche qui n'a toujours pas été améliorée. Donc, en lien avec le commentaire qui a été fait, c'était juste pour faire un suivi. Donc, okay. C'est un peu plus ça en lien. C'est difficile à ce moment-là sans voir la personne, sans examiner, de poser, de donner une réponse plus complète. Mais la question doit se poser, est-ce qu'on a bel et bien affaire à la maladie de Parkinson si c'est en début d'évolution que le problème à la marche est assez important pour ne pas répondre à 10 comprimés par jour? Il faut vraiment voir est-ce que c'est bel et bien la maladie de Parkinson ou si c'est autre chose. Et si c'est le Parkinson, ben, c'est de voir avec son médecin pourquoi que dans ce cas-là, les symptômes demeurent aussi problématiques. Donc, un peu pour finir, ce que vous suggérez pour les gens jeunes diagnostiqués ou les jeunes parkinsoniens, c'est peut-être de voir avec la médication et l'exercice pour essayer comment je pourrais dire, et voir comment la maladie évolue et aussi la prendre en charge, je veux dire. Donc, si on faisait un peu vos comment je pourrais dire, pas vos trucs que vous pourriez donner, mais qu'est-ce que les gens auraient à retenir de cette présentation? Qu'est-ce que vous diriez principalement? Ben, il y a des traitements assez efficaces pour la maladie de Parkinson. Il y a pas de traitement parfait, évidemment. Il n'y a rien pour l'instant qui arrête l'évolution de la maladie. Mais il y a des traitements efficaces pour les symptômes. Les traitements doivent être choisis avec son médecin, doivent être discutés. Les traitements doivent être ajustés initialement, doivent être ajustés avec le temps, avec l'évolution de la maladie. Ça va nécessiter des ajustements, c'est bien certain. Ça peut nécessiter aussi de prendre plusieurs médicaments
Parfois, j'ai des patients qui me disent, moi, j'aime pas prendre des médicaments. Des fois, je leur dis un peu en blague, vous n'avez pas choisi la bonne maladie. Évidemment, personne choisit d'être malade et personne choisit la maladie qu'il va avoir. Mais à tout le moins, dans la maladie de Parkinson, on a des traitements par rapport à, si on compare à d'autres maladies neurologiques chez qui on n'a rien à leur offrir. Dans ce cas-là, nous avons des traitements plutôt efficaces. Euh, donc, à tout le moins, mais c'est au prix, malheureusement, de souvent plusieurs prises de médication par jour. Et c'est encore pire quand la maladie progresse. Par contre, à tout le monde, on a des thérapies et également, l'autre chose qu'ils nous demandent, c'est qu'est-ce que je peux faire pour m'aider? Est-ce qu'il y a des aliments que je ne dois pas manger? Est-ce qu'il y a des choses que je devrais manger plus? Puis tout ça. Au niveau de la diète, j'en ai pas parlé, mais c'est une diète normale. Il n'y a rien à éviter, il n'y a rien à prendre pour s'améliorer nécessairement. Mais je pense que c'est l'exercice qui peut faire la plus grande différence. S'il y a une habitude de vie à changer pour certaines personnes, c'est de commencer à faire de l'exercice régulièrement parce que ça a un effet bénéfique sur la maladie à long terme. Lorsqu'on est jeune avec le Parkinson, il y a des grandes chances qu'on vive très longtemps avec la maladie. On a intérêt donc à essayer d'être le plus en forme le plus longtemps possible pour maintenir une bonne qualité de vie. Et la médication va aider, puis l'exercice aussi fait partie du traitement pour ces personnes. Merci. Juste peut-être une dernière question. Vous, est-ce que vous avez vu, vous avez présenté plusieurs études par rapport à l'exercice et le Parkinson. Vous avez parlé d'un groupe donc qui était pour les personnes, donc les jeunes parkinsoniens. Est-ce que vous avez vu une différence avec vos patients que vous aviez et le groupe, dans le fond, donc vous parliez du groupe de Madame Robillard, mais est-ce que vous avez vu, vous, une différence vraiment plus marquée avec les personnes qui étaient peut-être dans des groupes comme ça d'exercice? Oui, moi je le vois depuis longtemps. En fait, même les patients chez qui plus âgés, qui sont pas nécessairement dans ce groupe-là, qui sont pas nécessairement dans un groupe d'exercice, mais qui sont actifs, qui sont restés des sportifs, qui font du patin, du vélo, du ski de fond, du hockey, euh, qui nous surprennent. Même, j'ai un patient qui est très déçu là, maintenant, qui a arrêté de jouer au hockey depuis 2 ans. Il m'en reparle à chaque fois qu'il vient me voir, qui est déçu d'avoir dû arrêter son hockey. Il a arrêté de jouer au hockey à l'âge d'à peu près 77 ans. Donc, ceux qui maintiennent de l'exercice régulièrement comme ça, on le voit à long terme que ces patients-là maintiennent une bonne qualité de vie, maintiennent plus donc de capacité physique. Pour le même nombre d'années de Parkinson, ils ont l'air moins malades que les autres quand on les examine. Donc, on voit réellement une différence avec ces patients-là. Lors du congrès, quand j'ai fait cette conférence-là la première fois à Sherbrooke l'année passée, Marie-Ève Robillard avait un petit kiosque et on voyait un de nos jeunes Parkinsoniens faire des exercices de boxe et les gens qui passent donc sur un écran d'ordinateur, là, on avait une vidéo puis il avait été filmé puis on le voyait s'entraîner et les gens qui passaient disaient oui, mais c'est beau, mais ce gars-là, il n'a même pas le Parkinson. Et non, il avait le Parkinson depuis quand même plusieurs années, mais à le voir bouger, on voyait pas qu'il avait le Parkinson. Les gens pensaient qu'il était complètement normal, là, complètement en pleine santé. Mais c'est un actif, c'est un type qui bouge beaucoup, qui fait toujours faire beaucoup d'exercices. Et donc, après plusieurs années de Parkinson, ça paraît pas tellement qu'il a la maladie quand on le voit bouger. Donc oui, on le voit l'effet chez les gens qui font l'exercice, définitivement. D'accord. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup pour la conférence, très intéressant. S'il y a des gens qui ont des questions un peu plus tard, donc peut-être que lorsque vous allez réécouter ou que ça vous vient en tête après en avoir discuté avec certaines personnes, n'hésitez pas à me les envoyer, les questions. Je vais les poser à Dr. Cloutier pour vous. Donc, je vous remercie d'avoir été présent parmi nous pour ce webinaire. Et puis, je vous invite au prochain webinaire qui va être en septembre. Donc, on prend une pause pour l'été pour vous laisser le temps de profiter de la belle température et de vos différents projets parce que c'est aussi un moment où on peut profiter et de se donner des projets à faire. Donc, on a décidé de mettre une pause et de ne pas mettre de conférence. Mais je vous invite au mois de septembre où le docteur Christian Duval va nous parler de la technologie et des mouvements. Donc, comment la technologie peut aider à mieux mesurer les symptômes moteurs de la maladie de Parkinson. C'est la conférence de septembre, donc le 12 septembre prochain. Vous pouvez vous inscrire sur notre site Internet. Sinon, inquiétez-vous pas, peut-être que vous allez on va vous sortir la tête pendant cet été, mais on va vous envoyer un petit message de mémo pour vous inscrire, donc si vous voulez participer.
Et je vous invite aussi à participer à nos petits sondages. Donc, vous étiez combien écouté de la conférence dans votre domicile et vous venez de quelle région? C'est toujours intéressant de voir qu'il y a des gens d'un peu partout. Donc, je vois Québec, Lanaudière, Montréal, Rive-Sud. Donc, il y a des gens d'un peu partout qui sont présents. Toujours intéressant. Et si vous avez apprécié la conférence donc de Dr. Cloutier. Donc, merci beaucoup, Dr. Cloutier, pour nous avoir donné de votre temps et pour avoir fait cette conférence intéressante. Merci, c'est un plaisir. Donc, merci à tout le monde et à la prochaine.